Donc, les fondements des protocoles. Premièrement, l'ICMA, en sa mission, c'est depuis qu'il a été, il a été fondé en 2005, c'est de travailler avec des autorités gouvernementales, donc le secteur avicole, a voulu travailler avec les autorités gouvernementales pour s'assurer d'intervenir rapidement sur les maladies à déclaration obligatoire pour commencer, mais aussi d'autres maladies qui sont ajoutées par après, comme je vais vous présenter tantôt. Donc, on travaille aussi dans ce sens-là à prévenir puis à préparer un plan d'intervention. Puis ça, c'est dans le but de diminuer là, ou de minimiser au minimum les impacts de ces maladies-là sur le secteur. Donc, les protocoles ont été mis en place pour tous les intervenants du secteur avicole. On va voir qu'il y a plusieurs clientèles. Puis, on vise autant à l'application de mesures de biosécurité en situation courante que dans une situation qu'on appelait de vigilance. Donc, on commence à voir poindre certaines de ces maladies-là, ou encore en situation d'urgence. Les protocoles font partie d'un plan de mesures d'urgence plus large. Donc, ils viennent servir à intervenir lorsqu'on met en place là, des zones pour contrôler les maladies qui sont sous le contrôle de l'ECMA. Puis, ont été développés de façon collégiale avec tous les partenaires de l'ECMA pour s'assurer, et aussi des autorités gouvernementales qui en faisaient partie, pour s'assurer que tous soient à l'aise avec les mesures qui ont été décrites. Les partenaires de l'ECMA, hein, donc il y a des réguliers, il y en a 6. Donc il y a les 3 associations d'éleveurs, donc les éleveurs de volailles, la Fédération des producteurs d'œufs du Québec et les producteurs d'incubation du Québec. Ça adjoint aussi les principaux partenaires qui sont le Conseil québécois de la transformation de la volaille, donc tous les abattoirs, l'AQUINAC, qui est l'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière. Donc, évidemment, tous les meuniers sont sous ce chapeau-là. Finalement, il y a les courriers du Québec qui représentent les 5 couvoirs de poulaillerie du Québec. Puis comme partenaire, on a les 2 niveaux gouvernementaux, autant fédéral que provincial, avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments et le MAPAC pour le Québec. Les mesures de biosécurité ne sont que des recommandations. Donc, il n'y a rien d'obligatoire dans ce qu'on va passer. Donc, c'est fait pour que chacun ait des lignes de direction par rapport à la gestion des maladies qu'on contrôle. Ils visent à préparer tout un site avicole pour se prévenir puis gérer la maladie lorsque ça arrive. Ces mesures-là respectent les programmes de biosécurité et salubrité à la ferme des offices de commercialisation de la volaille et des œufs. Donc, ils ne sont pas nécessairement de la même nature, mais par contre, ils peuvent aller plus loin que ces programmes-là, mais sont toujours dans la même lignée, puisque toutes les deux sont basées sur les normes canadiennes de la biosécurité du gouvernement du Québec, du Canada plutôt. Puis, pour le niveau d'urgence qu'on va voir tantôt, on s'est aussi inspiré de la politique sur les autorisations de contrôle des déplacements de la SIA lorsqu'il y a une maladie à déclaration obligatoire comme l'influenza aviaire. Donc, pour les déplacements, il y a des mesures de biosécurité qui sont demandées lorsqu'on bouge la volaille ou des sous-produits de la volaille ou des aliments ou autres produits là, du secteur qui aident au secteur à produire. Donc, on s'est harmonisé aussi avec ces mesures-là pour préparer le secteur là, lorsque une zone de l'Agence canadienne est déclarée. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que ça inclut, là, ces instructions générales-là? Donc, on a un document qui vient
soutenir finalement chacun tous les protocoles qui ont été développés. Donc, y explique les maladies qui sont ciblées, les étapes de contrôle d'une maladie déclarable, les zones de biossécurité du site de production, les définitions spécifiques qu'on a, tenu bon de décrire pour les protocoles, les 3 niveaux de biossécurité couverts, puis les 6 clientèles qu'on vit. Si on passe aux maladies ciblées, on a l'ECMA a sous sa tutelle de gérer les maladies qu'on a appelées d'importance, qui sont la laryngotrachite infectieuse et la mycoplasmose, la mycoplasma galisepticum. Pour gérer ces maladies-là, il y a des protocoles d'intervention qui ont été développés. Puis lorsque ça arrive, c'est l'ECMA seul qui va gérer ça avec le secteur pour mettre en place des zones et des mesures pour gérer les maladies. Ces 2 maladies-là s'ajoutent aux maladies avicoles déclarables de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Celle qu'on connaît le plus parce qu'elle nous est arrivée assez souvent au cours des dernières années, c'est l'influenza aviaire, autant sous sa forme hautement pathogène que faiblement pathogène, sous le H5 et H7. Mais il y a aussi d'autres maladies comme la maladie de Newcastle sous sa forme virulente et des salmonelles spécifiques à la volaille comme la typhose et la poule rose qui pourraient aussi faire qu'on interviendrait là, pour contrôler la maladie. Il décrit aussi les étapes de contrôle de la maladie déclarable. Donc, brièvement, il y a 3 étapes. La première étant la déclaration obligatoire que le producteur ou son vétérinaire est demandé de faire à l'Agence canadienne, mais aussi à l'Agence canadienne, à l'ECMA comme telle, pour le producteur, puisque maintenant c'est réglementé pour les producteurs. Il y a aussi une déclaration qui doit être faite au MAPAC par les laboratoires ou les vétérinaires lorsque l'une de ces maladies-là arrive. Une fois que la déclaration est faite, l'ECMA peut mettre en place une zone de biosécurité, ce qu'on appelle une zone à risque préliminaire, donc qui va arriver avant celle de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Puis c'est à l'intérieur de cette zone-là, les mesures de biosécurité du code orange en urgence vont s'appliquer. À partir de là, il y a aussi un échange qui se fait d'informations entre l'ECMA et l'Agence canadienne sur les sites qui se retrouvent dans la zone de 15 km. Avec ça, l'Agence canadienne va commencer à faire des études pour établir sa propre zone. Puis l'ECMA va aussi, à partir de là, faire toutes les communications que vous recevez pour que vous sachiez qu'il y a un cas qui est en place. Entre-temps, le cas suspect qui avait été envoyé pour une première analyse au laboratoire du MAPAC a été acheminé à Winnipeg dans leur laboratoire pour les maladies exotiques. Puis, lorsque l'analyse est faite, puis qu'il y a une confirmation, l'Agence canadienne va, à ce moment-là, intervenir sur le cas infecté, va demander le dépeuplement et l'élimination des cadavres. Puis, il va mettre en place un système d'indemnisation pour le producteur. Après, au départ, on a fait un questionnaire. À partir de là, dans la zone, ils vont faire de la surveillance pour les sites qui sont dans cette zone-là. Puis, ils vont aussi établir le système de permis pour tout déplacement dans la zone. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, entre la zone à risque préliminaire de l'ECMA et la zone de contrôle primaire de l'agence, habituellement, il se passe un 24-48 heures. Puis lorsque l'agence met sa zone en place, l'ECMA va retirer la sienne. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Comme ça, c'est décrit brièvement dans le protocole. Donc, lorsqu'on ne se souvient plus comment ça fonctionne ou si on veut s'informer, on peut aller lire ces étapes-là, puis ça nous dirige rapidement là, sur le mode de fonctionnement.
basé sur le fait qu'on contrôle la maladie de façon régionale avec des zones. On a cru bon de venir renforcer le fait que sur les sites avicoles, il y a déjà des zones qui sont proposées par les normes nationales de biosécurité. Puis on s'est fait faire des schémas pour bien illustrer cette zone-là et renforcer le fait que le producteur définisse ces zones-là à son site et les identifie pour les gens qui vont venir intervenir. Donc, ces zones-là sont les zones d'accès contrôlé hein, sont en vert ici, qui sont identifiées là, à la cour et la zone d'accès restreint où ce que la volaille est maintenue, qui est en rouge ici, puis qui correspond au poulailler, où ça pourrait être aussi un parcours si les oiseaux là, étaient envoyés à l'extérieur. Chacune ces deux zones-là ont des entrées ou des points d'accès contrôlés. Puis c'est à travers des points d'accès contrôlés-là qu'on va appliquer les mesures de biosécurité pour s'assurer de limiter là, les entrées et les allées et venues là, dans chacune des zones. On voit aussi les carrés blancs à l'intérieur des poulaillers, qui est en réalité la zone de transition qui est octroyée pour les visiteurs. Puis on s'est fait aussi on a fait un travail à cet effet-là pour bien définir cette zone-là, pour que de plus en plus là, que ça devienne un travail qui est évident à l'intérieur des poulaillers pour que tout personnel qui entre à l'intérieur des bâtiments là, puisse appliquer correctement les mesures de biosécurité. Fait que cette zone-là hein, peut être en 2 ou 3 espaces. Donc, elle se fait avec un espace extérieur qui est accolé à la cour ou à la zone d'accès contrôlée. Donc, on la considère contaminée puisqu'elle peut être du même statut que la cour. Il y a ensuite l'espace intérieur qui est accolé au poulailler où sont élevées la volaille. Elle est considérée propre. Donc, ces deux zones-là, ces deux zones qui devraient être distinctes, puis on devrait les séparer clairement, là, comme ici on voit avec un banc, ça peut, un banc jusqu'au sol, mais ça pourrait être aussi avec un mur. Puis, elle peut être fait avec une troisième zone qu'on appelle la zone où il y a un espace intermédiaire où on placerait deux bancs ou deux murs, où entre les deux, on pourrait vraiment avoir une séparation claire entre l'espace extérieur et intérieur. Puis on pourrait avoir dans cet espace-là la lavabo. Ça pourrait aller même jusqu'à une douche, quelqu'un qui voudrait aller un peu plus loin là, dans sa biosécurité. Ensuite de ça, il y a les définitions. Dans le protocole, il y a des éléments qu'on a cru bon de définir pour éviter de répéter sans cesse les mêmes définitions dans les protocoles. Donc, il y en a 6. Donc, premièrement, les équipements de protection individuelle, on va décrire comme des EPI. Donc, ça contient en réalité tous les vêtements qu'on va mettre pour se protéger, pour que le personnel puisse se protéger. On parle de survêtements, de couvre-chaussures, de gants, de bonnets. Ça pourrait être un masque aussi ou une lunette de protection. Donc, lorsqu'on parle de EPI, ça contient tout ça. Selon la situation, évidemment. Ensuite de ça, il y a les visites. On a 3 types de visites. On a décrit les visites essentielles qui sont en réalité des visites de tout visiteur ou véhicule de service qui fait que la production puisse se maintenir sur un site. Donc, la livraison ou la sortie des oiseaux, la livraison de moulées, de gaz, de litière, la sortie de fumier, des conseils, un conseiller technique, un vétérinaire. Donc, tout ça fait partie des visites essentielles. Les visites non essentielles seraient plutôt des visites de personnes qui viennent, mais que leur présence ne rend pas la production nécessaire. Ça pourrait être, par exemple, des visites de visiteurs, alors qu'on veut juste leur montrer la ferme, comme la famille, par exemple, ou encore quelqu'un qui veut solliciter pour vendre du matériel.
Donc, ça, c'est dans les visites non essentielles. On a les visites urgentes, en réalité, qui identifient tout ce qui a un rapport au bien-être animal de l'animal. Donc, on parle ici de livraison d'aliments, d'avoir de l'eau dans le bâtiment, d'avoir de l'électricité, de l'intervention d'un vétérinaire lorsqu'il y a de la maladie. Ça, c'est dans les visites urgentes. Ou encore tout ce qu'il y a par rapport à la santé et sécurité du personnel. Quelqu'un qui a un malaise, qui s'est blessé, qui a besoin des soins d'urgence. Donc, ça fait partie des visites urgentes. Puis ça, on va voir que c'est en partie beaucoup utilisé dans les protocoles orange en situation d'urgence. Finalement, les sites de production, on a identifié le site suspect et le site lié. Donc, le site suspect, c'est celui qui s'est déclaré et avoir des signes cliniques d'une maladie qui est l'une des 6 maladies qu'on a décrites tantôt, jusqu'au moment où c'est confirmé au laboratoire de Winnipeg. Et le site lié, ça se trouve être tout site de production qui a des échanges fréquents de personnel, d'équipements, d'animaux avec le site suspect. Donc, et puis à ce moment-là, qui aurait besoin lorsqu'il y avait une maladie qui pourrait être à risque d'être contaminée, étant donné ces échanges-là fréquents. Donc, c'est important de s'en souvenir, comme ça, lorsqu'on passe sur ces définitions-là dans les protocoles, ben, c'est plus facile de rapidement comprendre où est-ce qu'on s'en va. Pour ce qui est des protocoles, il y a 18 protocoles qui ont été développés, qui appartiennent à 6 clientèles qui ont chacun de 3 niveaux de biosécurité. Comme vous voyez, ces protocoles-là, on les a voulu plutôt intuitifs, avec une infographie qui nous ramène rapidement dans quel protocole qu'on est. On a développé des icônes pour chacun des clientèles pour encore là rapidement se souvenir où ce qu'on est, avec des sections qui ont aussi leur propre icône pour se situer dans les protocoles. On va passer chacun de ces icônes-là. Ils ont les 3 niveaux de sécurité. Ils couvrent trois périodes différentes. Puis ils ont leur couleur spécifique, comme vous avez vu. Donc, le niveau vert, c'est pour de la biosécurité qu'on va appliquer en tout temps. Le jaune, ça a été identifié pour les périodes où les sites de production avicoles, où il y a des risques de contagion de maladies a été augmentés. Donc, ça, c'était la définition du départ. Puis, on va voir tantôt comment on l'a adapté au quotidien. Finalement, le niveau orange, c'est vraiment pour l'application des maladies déclarables. Donc, seulement les maladies déclarables. Les 6 clientèles, on avait 3 à la base. Donc, on avait le producteur et l'employé, les visiteurs et les véhicules de service. Ces clientèles-là sont maintenues. Maintenant, le véhicule de service, on a fait des descriptions spécifiques pour les livreurs de poussins et de dindonneaux, pour les transporteurs de volailles destinés à l'abattage, puis les transporteurs d'œufs, étant donné qu'ils ont leur activité importante dans le secteur, puis qu'ils ont des accès différents là, au poulailler. On a fait des protocoles spécifiquement pour eux. On a aussi 2 protocoles de nettoyage, lavage, désinfection et séchage. On avait un pour les véhicules de service, puis on a rajouté un pour les livreurs de poussins et de dindonneaux. Donc, vous avez aussi dans les instructions générales les définitions pour chacun de ces clientèles-là. Premièrement, on va définir la clientèle par rapport à son accès aux zones. Donc, comme pour le producteur et les visiteurs, donc il y a un accès à la cour et au poulailler toutes les deux. Par rapport aux véhicules de service qui vont avoir un accès seulement à la cour. Puis il peut y avoir des variantes par rapport aux livreurs poussins, aux transporteurs de volailles et aux transporteurs d'œufs.
Puis ensuite de ça, on a aussi, on est venu définir pour le visiteur et le véhicule de service qui faisait partie de ces deux clientèles-là. Donc, le visiteur, on a tous ceux qui rentrent dans le bâtiment, donc les médecins vétérinaires, les conseillers techniques, les auditeurs, les exterminateurs, le personnel d'entretien et tout le personnel qui vont faire le travail avec la volaille qui va rester dans l'employé après l'intervention. Puis au niveau des véhicules de service, on a les transporteurs d'aliments, de volailles qui sont transférés, le fumier, la litière, le propane, les grains et d'autres pourrait être ajoutés à part de ces trois clientèles-là qu'on a ajouté pour ajouter des mesures pour eux. La structure des protocoles, donc on a dans le vert et le jaune pour le producteur et l'employé, on a 5 sections. Donc on a les premières avec leurs icônes, leur icône comme vous pouvez voir ici. Donc l'accès des véhicules à la cour, l'accès des personnes employées. Ensuite, on parle des véhicules et des équipements d'un site de production. On va définir la gestion de l'eau, les aliments, la litière, le fumier, le cadavre, les déchets d'œufs et d'ordures par rapport à l'introduction dans les zones d'accès contrôlé et les zones d'accès restreinte. Puis aussi, on rappelle toujours l'importance de maintenir l'information dans les 30 derniers jours pour le retraçage lorsqu'une maladie survient. Pour ce qui est du jaune, on vient renforcer les éléments de l'accès au poulailler pour les personnes. On va renforcer encore la gestion du fumier, des cadavres et des ordures. Puis, on a rajouté une section sur des mesures de sécurité qui sont liées aux oiseaux sauvages, étant donné que l'influenza aviaire et le Newcastle peut être souvent rattaché à cette activité-là. Pour ce qui est des 5 autres clientèles, on a 3 sections. Donc, visite à un site de production, l'accès à la cour d'un site de production, puis l'entrée dans un employé d'un site de production. Donc, c'est toujours comme ça pour les 5 autres clientèles. On va retrouver ces 3 sections-là, autant dans le vert que dans le jaune. Dans l'orange, c'est un peu différent. Pour les 6 clientèles, on a 3 sections qui reviennent toujours. Donc, quoi faire pour accéder dans une zone à risque préliminaire ou la zone de contrôle primaire de l'agence. Puis, ça inclut aussi la circulation. Ensuite de ça, on va parler de comment se comporter sur un site de production avicole suspect ou lié au site suspect. Puis, il y a des mesures pour le site non suspect dans cette zone-là aussi. Pour ce qui est des intervenants, ces 5 clientèles-là, on a rajouté une section pour la préparation à accéder dans la zone à risque préliminaire. Puis, on a rajouté aussi des mesures plus générales sur l'entrée à la cour et au poulailler, pour qui va s'appliquer autant au site suspect que non suspect. Finalement, on a les 2 procédures de nettoyage, lavage, désinfection pour les véhicules de service et les livreurs de poussins ou de dindonneaux. Encore une fois, eux autres, on a deux sections qui leur sont communes. Donc, comment se préparer pour un site de nettoyage et lavage, puis comment la procédure de nettoyage de l'extérieur du véhicule et de l'habitacle. Pour ce qui est du couvoir, on a rajouté des sections pour l'intérieur de la boîte de transport. Vous allez trouver dans les protocoles ce petit bonhomme qui va toujours être habillé selon le type de pays qui est adapté à la situation. Donc, ça vient nous donner un coup d'œil rapide là, sur comment on devrait être habillé. Puis, on a fait la même chose avec les protocoles de nettoyage, lavage, désinfection et séchage. Ces protocoles-là sont tous logés sur le site de l'ECMA, sous ecma.ca. Puis on a juste à aller cliquer sur l'onglet biosécurité, puis on retrouve là, les 6 sections là, pour retrouver les protocoles.